Chapitre 22, Rêverie sous contrôle. À peine assoupi, le rêve dont Ilia était le centre reprit son cours en adéquation avec ma volonté de le poursuivre pour comprendre la raison profonde de son existence dans mes songes soumise par mon inconscient qui en pouvait que vouloir me transmettre un message. Ces deux rêves intercroisés ne pouvaient qu'avoir une raison à découvrir. Nomen nullius. Ilia, l'Athénien atypique, se trouvait le long d'un fleuve en pleine flânerie. Le ciel était bleu, le soleil très chaud, la lumière dense. Il observait son reflet, déformé par les mouvements du faible courant, dans lequel un banc de minuscules poissons jouait à changer rapidement de sens et de vitesse, totalement synchronisés. À son accoutumée, il pensait très fort. Si fort que je l'entendais. Je l'entendais parce que j'étais en lui. Il était moi. J'étais lui. Les sujets de ses réflexions étaient existentiels. Où suis-je dans mon corps, ou plutôt, où se trouve mon point de conscience? Mon point de conscience est-il l'emplacement de mon esprit? Comment mon corps s'anime-t-il par ma simple pensée? Si le corps se désagrège après la mort, que devient la vie? La vie serait-elle l'esprit? Si le corps est un outil, l'esprit est-il l'ouvrier? Comment le corps et l'esprit se trouvent-ils imbriqués l'un dans l'autre? Le corps meurt, c'est certain, mais qu'en est-il de l'esprit? Comment l'esprit dirige-t-il le corps? À cet instant précis, comme cela arrivait très rarement, je pris conscience du rêve. Le temps se figea un instant, puis j'en pris le contrôle. Cette prise en main fut interactive et fluctuante, immédiate pour lui, différée pour moi. Il pensait à haute voix. J'étais sa pensée. Il m'écoutait et croyait se parler à lui-même. Nomen nullius. Perspicace, il avait compris l'intérêt de réfléchir à voix haute, ses idées passaient par la pensée, par la parole, puis par l'ouïe, et leur analyse gagnait en profondeur. Je répondis alors à toutes ces interrogations. L'esprit est mobile par nature, mais il a besoin d'un ancrage pour exister. Le point de conscience se situe dans la partie haute et centrale du crâne, au niveau de la glande pinéale. C'est là que l'esprit se perçoit comme présent. Cet emplacement n'est pas choisi au hasard. La glande pinéale contient un minerai naturel, appelé calcite, capable de servir de point d'ancrage. L'esprit ne naît pas de ce minerai, mais il s'y loge, comme on fixe une pensée à un point stable pour qu'elle ne se disperse pas. La conscience n'est donc ni le cerveau entier, ni le corps, mais un centre de présence fixé là où le temps, la perception et la pensée se synchronisent. C'est depuis ce point que l'on croit penser, observer et décider. L'esprit ne se confond pas avec le corps. Il le contrôle par l'intermédiaire du cerveau. Le corps, en retour, transmet en permanence des informations à l'esprit, douleur, fatigue, équilibre, désir, état interne. Ces signaux ne sont pas pensés, ils sont ressentis, puis interprétés. L'esprit n'utilise qu'une part limitée du cerveau, environ 10 à 20%. Cette part correspond à la conscience active, décision, attention, formulation. Le reste du cerveau fonctionne de manière autonome. Il régule, anticipe, compare et apprend sans passer par la pensée consciente. Ce fonctionnement autonome n'est pas silencieux. Il soumet des idées, des orientations, des alertes. Lorsqu'elles remontent à la conscience sans raisonnement apparent, elles sont nommées instinct ou intuition. L'instinct n'est pas une impulsion aveugle. L'intuition n'est pas un hasard. Ce sont les productions d'un cerveau qui travaille seul, en amont de l'esprit, et qui propose à la conscience ce qu'il a déjà compris. Ainsi, l'esprit ne dirige pas tout. Il choisit parmi ce que le corps et le cerveau lui présentent. La force qui anime un corps n'est pas physique. Ce n'est ni la chair, ni l'os, ni le mouvement. C'est une énergie, comparable à la foudre par sa nature, mais supérieure à toutes les autres. Elle dépasse la force brute, l'eau, le vent et même la lumière. Car cette énergie ne se contente pas d'agir, elle comprend, elle cherche, elle analyse et elle décide. Elle est capable d'intention. La foudre ne peut être détruite, elle se dissipe, se transforme, poursuit sa course.
Il en va de même pour l'esprit. Il ne s'éteint pas avec le corps. Il continue, passant d'une enveloppe à une autre. Ce passage n'est pas intact. La mémoire se voile. L'esprit conserve sa force, mais perd la plupart de ses formes. Pourtant, le voile n'est pas absolu. Il peut se fissurer. Certaines aptitudes innées ne s'expliquent pas par l'apprentissage seul, elles sont héritées. Des fragments de souvenirs peuvent surgir dans les rêves ou sous forme de visions sans cause apparente. Parfois, une idée fixe, inexpliquée mais persistante, correspond à un point central d'une existence antérieure. Ce ne sont ni des erreurs ni des illusions. Ce sont des rémanences. L'esprit poursuit son chemin. Il change de corps, mais non de nature. Nomen nullius. L'Athénien s'exclama alors, seul, comme frappé par une évidence, alors, si le calcite est le minerai qui sert de point d'ancrage, si l'esprit en a besoin pour demeurer dans un corps, s'il s'en détache à la mort pour se rattacher à un autre. Alors le calcite est la clé d'un transfert éventuel.